C'était à Strasbourg le 23 novembre. Le général de Gaulle et quelques 3000 officiers et sous-officiers venus spécialement des quatre coins de France, des garnisons d'Allemagne et des petits postes des djebels algériens ont vu défiler quelques échantillons de ce que doit être une armée moderne. Mais le président de la République, en rassemblant tous ces militaires, avait deux buts. Leur expliquer sa politique algérienne, leur dire quelle était la place de l'armée dans la nation. Sa politique algérienne. Croit-on que cet été facile, l'autodétermination, autrement dit la libre disposition des Algériens par eux-mêmes, aboutissant forcément à un État souverain, des garanties pour les Algériens de souche européenne et la coopération organisée entre l'Algérie et la France, ce fut, c'est la solution arrêtée par le chef de l'État, adoptée par le gouvernement, approuvée par le Parlement et ratifiée par le peuple français. Le rôle de l'armée dans la nation. Certes, on peut s'expliquer, et moi-même tout le premier, que dans l'esprit et dans le cœur de certains soldats se soit fait jour d'autres souhaits, et même l'illusion qu'à force de le vouloir, on pourrait faire en sorte dans le domaine ethnique et psychologique que les choses soient ce que l'on désire et le contraire de ce qu'elles sont. Mais, dès lors que l'État et la nation ont choisi leur chemin, le devoir militaire est fixé une fois pour toutes. Hors de ces règles, il ne peut y avoir que des soldats perdus. Tout en méditant, les 3000 officiers et sous-officiers sont repartis vers les casernes de France, les garnisons d'Allemagne, les postes algériens. Avant même le discours, certains étaient déjà convaincus, d'autres le seront par cet appel au devoir et à la discipline, d'autres enfin resteront imperméables. Tel cet officier en poste en Algérie, interrogé 48 heures avant le rendez-vous de Strasbourg, qui fait la distinction entre l'État qui l'emploie et la nation qu'il sert. L'armée, je pense qu'elle est actuellement divisée d'une façon provisoire. Cette division est le résultat des événements d'avril. Quant à moi-même, mon opinion est faite depuis fort longtemps. Le service d'un officier est d'une façon totale et absolue destiné à servir sa patrie. J'entends par là que toute ingérence bassement politique est exclue de ce service, qu'un officier est au service de l'État peut-être, puisque c'est l'État qui le paye, mais avant tout, et par vocation, au service de sa nation et de sa patrie. Pendant ce temps, partout dans le monde, les partis communistes subissent les contre-coups du 22e congrès de Moscou et de la déstalinisation. À Ivry, près de Paris, le comité central du Parti communiste français se prononce pour les thèses de Moscou et le secrétaire général adjoint, M. Waldeck-Rochet, le dit. Ce n'est pas à la personne même de Staline que les communistes étaient attachés, mais aux idées libératrices de la révolution d'octobre et à l'Union soviétique comme premier pays socialiste du monde. Sans doute, les communistes ont été affectés quand ils ont appris que Staline s'était laissé aller à des méthodes condamnables, mais ils ont pensé que le Parti communiste de l'Union soviétique avait raison de dire toute la vérité au peuple et de liquider toutes les séquelles du culte de la personnalité. Il n'y a pas que la déstalinisation.
D'autres remous viennent troubler les communistes. On en reparlera. On reparlera aussi de l'affaire du Caire. Au Caire, 7 Français, 2 avocats, 4 diplomates ainsi que leur secrétaire sont arrêtés à l'aube le 24 novembre. Mépris et violation des usages diplomatiques dit Paris, car les 4 fonctionnaires étaient les envoyés du ministère français des Affaires étrangères. 24 heures après leur arrestation, la radio et la télévision égyptienne diffusent en direct ce qu'elles appellent les aveux des espions français. C'est d'abord un Égyptien qui, en français, résume l'accusation. Il était connu que le gouvernement français visait le renversement du régime nassérien en Égypte et complotait un coup d'État en Égypte si possible. La première étape de ce complot étant la rédaction et la distribution de tracts anti-nassériens. Parmi les moyens envisagés pour supprimer le régime en Égypte, l'aide militaire à Israël pour effectuer une attaque militaire contre la République arabe unie, pour nous faciliter à cette occasion un coup d'État en Égypte. C'est ensuite M. Bellivier, l'adjoint du chef de la mission française, qui, en arabe littéraire, répond aux questions de l'enquêteur. En fait d'aveu, M. Bellivier reconnaît qu'il envoyait des rapports à Paris, mais cela faisait bien partie de son travail. Autre accusé, Mademoiselle Paulet, secrétaire de la mission française au Caire, c'est en anglais que Mademoiselle Paulet s'exprimait. Well, it was both reports concerning the activities of the French Property Commission. Yes. And I must say this was the main part of my job. Là aussi, l'accusé raconte quel était son travail, sans plus. En tout cas, procès public pour les accusés, 15 jours après leur arrestation, condamnation. Et au cours du procès, révélation de l'existence d'un deuxième complot contre le colonel Nasser, un complot plus grave.